Jeudi, 21h30. Littérature. Nuit. Écrivain. Nuit. Écrivaine. Rendez-vous. Échange. Échange. Intimité. Cercle. Cadeau. Lien. Cadeau. Collectif. Nuit. Cercle. Écrivain. Créativité. Lien. Collectif. Écoute. Écoute. Lire. Cadeau. Écouter. Lire. Lire. Partager. Partager. Écrire. Écouter. Partager. Écrire. Écrire. Le rendez-vous. Bienvenue au rendez-vous de Compagnons de la Nuit pour l'atelier d'écriture d'une moquette aujourd'hui hors les murs. Depuis 1993 au Quartier Latin, sans interruption, l'atelier d'écriture de la moquette réunit chaque jeudi à 21h30 des écrivaines et des écrivains de la nuit. Qu'ils vivent dans la rue ou dans les étages, qu'ils soient agrégés ou tapent la manche, tous partagent chaque semaine des moments d'intimité créatrice, le goût de la littérature éphémère et nous offrent en cadeau leur texte d'un soir. Mais ces cadeaux-là demeurent. Nous vous proposons d'écouter la deuxième partie de la sélection des textes du mois de novembre 2020. Et celle-ci est donc, vous le constaterez avec nous, diffusée juste après la première partie, car nous ne sommes que cohérence et rigueur, plus personne ne peut en douter dorénavant. Nous devons encore une fois la lecture de ces textes à nos amis de l'école de théâtre Auvray-Norrois, qui nous font là un très beau cadeau. Les propositions des ateliers d'écriture de novembre étaient « Tu me fais tourner en bourrique ». Moi, je suis assez douée pour « Ça tourne en rond ». Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Moi, je suis assez douée pour. Jeudi 18 novembre 2020. Moi, je suis assez douée pour les échecs. Qu'on se comprenne bien qu'il n'y ait surtout pas de fâcheux malentendus, nulle méprise entre nous. Je ne parle en aucun cas de ce jeu compliqué et obsédant qui enferme l'univers en entier dans quelques petites cases, et auquel brillent des sortes de génies asociaux à l'esprit purement logique, qui vous regardent à l'occasion comme s'ils apercevaient une chenille sur leurs feuilles de salade, au motif que vous n'imaginez même pas pouvoir envisager une action qui se déroulerait après 6 ou 7 autres coups joués, dont la moitié par un adversaire aussi tordu qu'eux et à peu près toujours semi-paranoïaque. Non, vous aurez saisi que je suis nul à ce jeu-là. Je n'ai aucun don de cette sorte. Je sais déplacer les pièces, et n'y prends plaisir qu'en y écrasant sans vergogne des enfants de 5 ans qui débuteraient dans cet art. Ce que je veux dire, c'est que je suis doué pour échouer. Et je n'évoque pas l'échouage, en aucun cas, mais c'est bel et bien de l'échouement que je parle. Nulle volonté ne commande désastre. Comme tout un chacun, je m'applique à réussir. Et pour moi seul, tout n'est toujours que navrance. Je rate, je bousille, je vendange, je foire, je loupe, je manque, je perds, je gâche, ça marche pas, je me rétale, je m'étends, tout part en couille constamment. Bref, j'échoue. Oh, je ne manque pourtant pas d'ambition, ne croyez pas. Je me suis rêvé en pleine gloire. Je me suis vu dans l'élite, premier ici, glorifié là, et en toute modestie toujours. Comme tout le monde, je ne demandais qu'à réussir, moi. J'ai même comme l'impression que j'ai toujours fait pour. Ah, je n'ai jamais cherché à écraser quiconque, ni n'ai été prêt à n'importe quelle compromission. Mais j'avais comme tout un chacun des rêves, des désirs, des souhaits, des envies. J'en suis à l'heure des bilans, puisque j'ai lamentablement échoué à arrêter le cours du temps. Vieillir ne faisait pas partie de mes projets. Du tout.
Mais c'est à l'âge où on se croit immortel qu'on est persuadé de mourir jeune. Et c'est quand on est devenu vieux qu'alors on a peur de mourir trop jeune. Beaucoup trop jeune, aussi fané qu'on soit. Je n'ai jamais pensé être ou m'approcher un tant soit peu d'Apollon. Non, certes non. Je suis toujours resté lucide sur ce qu'on nommera mon aspect extérieur. Force m'est de reconnaître que je n'ai pas non plus fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'apparence dont la nature m'a affublé. Mais au moins, tant que la jeunesse pouvait sauver quelque chose, je me disais que j'avais, maigre consolation j'en conviens, une personnalité. Et puis malgré tout, une certaine vigueur, une forme d'insolence physique qui, à la limite, peut toujours faire éventuelle illusion. Cela n'a pas duré. Quelques rares cheveux filasses encadrent dorénavant un visage bouffi, rougeaud, plissé plus que ridé. Et ce corps, qu'en ai-je fait? Mais le physique n'est plus rien à cette heure tardive de la vie. Permettez-moi de vous dire que j'ai d'autres préoccupations considérablement plus élevées. Je n'ai et n'ai eu d'amour qu'impossible. Malheureux, toujours, dérisoire parfois, fantasmé le plus souvent. Oh, j'étais bien exigeant. Cela expliquait les désastres et les échecs. Alors je me mis à envisager le toujours, le dernier, l'éternel, l'unique et ultime. Appliqué que je suis, je l'emmènerai jusque dans ma tombe. Nul ne pourra jamais plus sécher mes pleurs. Dans le bilan d'une vie d'homme, il convient d'envisager sa carrière, sa réussite professionnelle et financière, son entre-gens, sa puissance, ses réalisations, l'admiration qu'on lui porte. Si je n'ai certes pas commencé bien haut, il me faut vous l'avouer, j'ai malgré tout réussi à accumuler les dégringolades, les effondrements, les ruines et les dépôts de bilan en tout genre. Je n'étais pas doué, cela ne fait aucun doute. Je n'aurais pas laissé de traces d'aucune sorte. Je n'ai jamais été un homme fait. Au fond, j'avais une âme d'artiste. Il me manquait juste le talent. Mais faute de talent, j'eus pu acquérir une technique, un savoir-faire. Il n'en fut rien. Je n'ai de toute ma vie rien produit de beau ni même d'intéressant. La poubelle aura été la seule destination crédible de toutes ces billevesées un peu grotesques. N'en parlons plus. De tous ces échecs constants, répétés, indiscutables et même souvent remarquables par leur retentissement et leur ampleur, certaines personnes auraient en fait un titre de gloire. Un tel eût écrit un texte comique, un récit tordant d'un subtil deuxième degré. Tel autre en aurait chanté une gwertz déchirante et interminable. Il en est qui après des dames en auraient tiré profit, tant il les aurait imaginées pleines d'empathie, maternelles, consolatrices, que sais-je. Un tel don que le mien, faramineux, comme aurait dit l'autre. Qu'en as-tu fait? Rien. Moi, ce soir, je participe à l'atelier d'écriture. Je suis trop long. Mon texte est interminable. Je le donne en retard, il est illisible. Tant mieux dans un sens, car il est lamentable. Et puis quelle chute pourrais-je trouver, tant au texte qu'à ma vie qui ne fut qu'une longue et rapide dégringolade. Plaise à je ne sais qui que mon dernier échec soit celui de la mort. Puis-je la rater, la manquer, être de si peu d'intérêt qu'elle me méprise, m'oublie, me snobe. Alors, elle et moi, on fera patte. Anonyme. Je suis assez douée pour. Jeudi 12 novembre 2020. Moi, je suis assez douée pour écouter les histoires des autres. Hervé. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage,
le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté, jeudi 26 novembre 2020. Un jour, je m'étais assise sur un banc de pierre au pied du Panthéon avec de très bons amis. Hélas, il n'y avait pas de chêne, donc pas d'ombre. Et le Panthéon m'a toujours semblé une église très triste, pleine de gens soi-disant célèbres et donc bien morts. Et de toute façon, il n'y avait pas d'ombre puisque c'était la nuit. Jacqueline. Moralité. Les rêves sont des cadeaux. Tu me fais tourner en bourrique. Jeudi 5 novembre 2020. Alice, excédée, s'adressa ainsi à son mari, mais les mots ne franchirent pas ses lèvres. C'était comme toujours au-dedans d'elle-même qu'elle consentait à se plaindre. Sinon, dans cette prison sans barreaux que constituaient la ferme et le jardin, elle n'osait rien dire. Elle savait que si elle se révoltait contre son Dieu, son mari tout-puissant, cela irait mal pour elle. D'ailleurs, son éducation, le poids de la coutume, l'habitude aussi, l'avaient habituée à se taire. On lui avait appris que c'est l'homme qui porte la culotte, que c'est le maître. En ce début du XXe siècle, les droits de la femme étaient très faibles. Le code napoléonien avait passé par là. La femme devait avoir l'autorisation de son mari pour travailler, pour ouvrir un compte en banque. Toutes les femmes de toutes les classes sociales subissaient ce diktat du mari. N'importe si c'était la femme qui travaillait le plus. N'importe si c'était elle qui mettait les enfants au monde et les élevait. N'importe si son mari buvait, dilapidait l'argent du couple ou la trompait, il fallait toujours être soumise à cet époux, que parfois même elle n'avait pas choisi. Oui, bien souvent, dans tous les milieux, les mariages de convenance prédominaient de manière plus ou moins directe d'ailleurs. Ainsi, dans les riches familles bourgeoises, pour conserver l'héritage ou le faire fructifier, les filles étaient vendues, échangées contre une position, un titre, une fortune. Bien entendu, la jeune innocente ne décelait pas le complot. Naïvement, elle croyait aux premiers mots d'amour qu'on lui disait et de bonne foi trouvait que son prétendant, même plus âgé, plus laid qu'elle, la rendrait heureuse. Longtemps, par un travail de sape, les parents, et souvent encore plus la mère de la jeune fille, avaient écarté les autres jeunes gens qui auraient pu lui plaire, afin que leur propre fille tombe dans les filets d'un homme plus riche, mais qui ne l'aimait pas. Mais les mariages arrangés n'étaient pas l'apanage des riches. Les pauvres aussi s'associaient, par peur du lendemain, pour accroître leur domaine agricole pour les paysans ou pour acquérir une promotion sociale pour les ouvriers. Parce qu'elle n'était qu'une fille et souvent pas la seule. Parce qu'elle savait que son frère hériterait de la ferme, la jeune paysanne avait épousé celui qui avait la ferme la plus grosse, les terres les plus belles, les opportunités de réussite les plus grandes. Au catéchisme, on lui avait appris que la femme est soumise à son mari et qu'elle doit le suivre, quitter son père et sa mère. Il fallait arriver vierge au mariage, accepter le devoir conjugal sans se plaindre, avoir des enfants sans le désirer forcément. Alice avait de la chance par rapport à ses consoeurs, à ses compagnes de classe. Elle avait rencontré son prétendant. Ils s'étaient fréquentés à l'occasion de veillées, de fêtes paroissiales. Ils s'étaient choisis en quelque sorte. Ils s'aimaient vraiment. Mais l'usure du temps, de l'habitude, avait fait pâlir peu à peu les couleurs idylliques de leur histoire d'amour. D'abord, il avait fallu vivre avec les parents d'Alfred, ses beaux-parents. Et ce n'était pas facile tous les jours, cette promiscuité. Alice supportait mal les attaques plus ou moins voilées de son beau-père. À table, il lui reprochait de manger trop, au jardin de semer ou de planter des fleurs. Pour lui, seul le profit devait être visé. La terre devait rapporter, nourrir bêtes et humains, mais à quoi bon les fleurs ? Au début, Alice comprit que Victor, son beau-père, très malheureux dans son enfance, se vengeait indirectement du sort qui lui avait été fait quand, simple commis de ferme, affamé,
il en était souvent venu à manger la nourriture des cochons qu'il gardait. Mais le climat familial n'était pas affectueux. Les paysans ne montraient à aucun moment de la journée de la sollicitude pour leur épouse, même enceinte. Il fallait attendre la nuit dans le cocon de la chambre conjugale pour que la vie de couple se réalise pleinement. Sinon, Alice avait l'impression d'être au service de son mari, de son beau-père continuellement. À table, les hommes étaient servis en premier, les femmes mangeaient après le repas qu'elles avaient cuisiné. Sa belle-mère et elle s'ingéniaient à varier les menus, à n'utiliser que les produits de la ferme, volailles, œufs, légumes du jardin et, au lieu de leur savoir-gré de leur talent de bonne cuisinière et d'économe, les hommes mangeaient sans mot dire, ne leur adressant même pas la parole et, bien entendu, ne les remerciant jamais. Pourtant c'était pénible de porter du bois pour alimenter le feu de cheminée ou la cuisinière. C'était fatigant de préparer les aliments, de les cuire dans les chaudrons ou les lourds poêlons, tout en veillant sur les jeunes enfants qui demandaient incessamment qu'on s'occupe d'eux. Une fois par mois, le fournil était allumé afin que les pains soient cuits. Alice, pour les enfants comme pour les hommes, s'efforçait de préparer une fouasse ou un masse-pain à cuire après le pain pour profiter de la chaleur du feu. Victor ne lui en savait aucun gré. Alfred, armé de la pelle en bois du boulanger, plaçait dans le fournil le gâteau qui avait pris du temps à Alice, sans mot dire. Pourtant, tous les hommes mangeaient de bon appétit les plats préparés par Alice ou Zoé, sa belle-mère. Elles se disaient l'une à l'autre en patois « Cela doit être bon, car si ce n'était pas le cas, les hommes le diraient bien. » Le travail de la femme était considéré comme subalterne à celui de l'homme. Le paysan labourait, semait, plantait, fauchait, moissonnait, mais sans sa femme, éventuellement sa fille, sa sœur, sa mère, aurait-il pu le faire seul? Non. L'épouse conduisait les bœufs lors des labours, faisait les fagots pour nourrir les animaux, gardait où rentraient les vaches, les cochons, les moutons, trayait les vaches, gavait les oies et les canards, aidait à faire des gerbes lors des moissons, allait puiser l'eau à la fontaine ou au puits, sans cesse dans la journée, active. Sans compter que le soir, il fallait, selon les saisons, dépouiller le maïs, égrener le maïs, tricoter ou raccommoder les habits de toute la famille, surveiller les devoirs des enfants, réciter les prières lors de la prière commune. Lorsqu'Alice n'en pouvait plus des douleurs au dos, à tous ses membres, elle songeait souvent à une ânesse qui portait sans cesse des charges qui, à cause de l'âge, mais aussi du travail harassant auquel elle avait été soumise, avait été trouvée morte dans l'étable. Elle aussi finirait comme cela subitement. Elle mourrait à force de travail, mais aussi par manque de tendresse, de considération. Elle était sensible au fait que les hommes, particulièrement Victor, son beau-père, et son propre mari Alfred, se moquaient de ce qu'elle ressentait, ne l'associaient pas plus aux grandes décisions de la gestion de la ferme. Elle avait la vergogne, la honte de devoir demander l'argent à son mari pour habiller les enfants, acheter quelques commissions, car la ferme ne pouvait pas tout produire, tenir son foyer propre. Aussi, elle fait triple journée, gavant les canards rouas pour vendre leur foie en décembre, portant des légumes pour les proposer au marché de la ville voisine. Elle amassait un petit pécule, mais le dépensait pour les enfants, ne gardant rien pour elle, économisant sur ses vêtements, sa nourriture, son confort. Toute une vie comme cela à faire passer les autres avant elle, sans se plaindre des douleurs, de la solitude, du manque de communication, du travail harassant. Les hommes l'avaient bien fait tourner en bourrique. Françoise. Ça tourne en rond. Jeudi 19 novembre 2020. Pour commencer, la Terre tourne en rond, toujours en rond. Le ballon tourne en rond, que tu tapes vers le côté droit ou gauche. Les navigateurs, partout où ils vont, tournent en rond. Vous allez dans les cafés, les conversations tournent en rond. Souvent, il y a des conversations qui tournent en rond. Pour finir, je ne tournerai pas en rond.
Serge. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Jeudi 26 novembre 2020. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté une histoire tellement extraordinaire qu'elle restera pour toujours gravée dans ma mémoire. Après l'avoir longuement écouté et longuement remercié pour toute la confiance qu'il me témoignait là, et dont je ne me sentais pas digne, je lui proposai de retransmettre fidèlement ces paroles lors de la prochaine tenue de l'atelier d'écriture de la moquette. Mais dès le mot écriture prononcé, il refusa catégoriquement de coucher sa propre vie sur sa propre chair, c'est-à-dire la feuille de papier. Voilà toute l'histoire. Pascal. Moi, je suis assez doué pour Paris le 13 novembre en 2020. Que veut dire avoir du succès? C'est d'avoir tous les biens donnés d'avant. Si on veut des enfants, ce n'est pas pour les mettre clochards. C'est pour fructifier l'argent de papa et sa fille et son garçon, mis à part l'antiquité familiale. Mais ne pas enlever si tu es doué pour quelque chose. Le meilleur sponsor, c'est le père ou la mère. Bien sociaux à conserver l'œil. Quelqu'un qui a du talent a une famille d'investisseurs et non pas d'emmerdeurs ou d'emmerdements. Il est évident que même si papa n'a pas mangé assez de soupe, pour être de la même taille que son soi-disant fils, le problème est le même. Une bastille suffit d'un membre familial et non pas les autres qui peut être séparé l'œil en investisseur. Faut-il la même Bastille? Jean Gabin a fait la traversée de Paris et Michel Simon s'est retrouvé clochard en bord de Seine. Et M. Depardieu s'est retrouvé avec toutes ses prostituées au lac du Bois de Boulogne. Mon père a une histoire d'un lac sur Tonnefish, Haute-Tuna, en banlieue. Sous-marin atomique associé à Yellow Submarine des Beatles, imaginez un peu le décès artificiel du père. Il s'est retrouvé dans un sous-marin atomique, comme un peu Kirks de M. Mathias Schoner, l'acteur belge. Mademoiselle Anicette Morissette, la chanteuse de pop musique, est douée pour la planche à voile. Elle était suivie de toute la marine américaine. Que de personnes douées pour M. Éric Tabarly et son voilier. Famille Bélier chanter Sardou et Mademoiselle Loane, pourquoi pas? Être doué et savoir chanter. Moi je suis du taureau. Je ne pourrais pas être torero, même le signe en valeur. Parlez-vous espagnol et viva espagnol. Aimer voyager et savoir le faire. Savoir photographier, savoir disputer et disperser son travail. Mais ne pas prendre le travail des autres, chose que la Pologne a fait pour vendre sur M. Pantani, le vampire Dracula ne sera tu. Être doué pour n'est de copier sur son voisin. C'est du travail de pouvoir se retrouver. Mésentente planétaire, ne pas mélanger le gorille et la souris. J'aimerais être chirurgien hospitalier pour bien vous opérer. D'autres préfèrent opérer en clinique. Vous avez l'appendice? J'en ai profité pour vous enlever les testicules, car c'est une partie qui ne sert à rien. Moi, c'était l'inverse. En clinique, j'avais une hernie testiculaire. Ils n'ont pas pu m'enlever l'appendice. Alors qu'en fait, ils m'ont détaché ma peau du gland pour y voir des petits boutons. Quelle époque que l'on vit actuellement et de nos jours. Vivons-nous plus la nuit que le jour? Réussite artistique oblige. Je suis assez doué pour y jouer la guerre des boutons. Jean-Jacques. Son père, lui,
avait imposé un mariage avec un paysan. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Jeudi 26 novembre 2020. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté avoir vu, ici même, l'ivresse des bals populaires et des kermesses. Bras dessus, bras dessous, joue contre joue, les humains guinchés à coups de flonflons et de sourires. Il m'a raconté avoir vu le laitier tourner autour de lui pour faire son beurre, lorgnant sur son ombre les jours de marché. Il m'a raconté les mariages et les enterrements, les tristes mines et les fous rires, les cloches dont les tintements sourds vrillent ses feuilles qui à l'automne s'envolent dans des nuées bruissant d'apaisement. Adossé à son tronc de tricentenaire, il m'a raconté les amoureux qui gravaient son écorce. Il m'a raconté sa tristesse de ne plus voir les gens dans ce village maintenant désert. Je lui demandai s'il m'en voulait de lui avoir pissé dessus une bonne partie de mon enfance, mais dans un tressautement soudain, comme un rire subtil, il me susurra que ça le nourrissait. Il se mit alors à me raconter ses racines reliées à celles des autres arbres, aidées à la connexion par les infimes filaments des champignons qui l'aident à recevoir et envoyer l'information. L'Internet est bien vieux pour lui. Il m'a raconté comment, d'ici ou là, lui arrivaient les vibrations vitales ou mortifères. Il m'a raconté qu'ailleurs, parfois très loin d'ici, au bout du continent, il avait vu la vraie chaleur, la guerre, des forêts entières se faire dévorer par les flammes, par les bulldozers. Le vieux chêne a frémi à l'évocation de ces drames, perdant là ses dernières feuilles de novembre. Mais après un long silence, alors que je suivais ses longs bras nus et massifs, désarticulés, accrochés au jour qui tombait, il m'a avoué en cette occasion de vrais dialogues, être très heureux de voir le village se repeupler, très heureux de me voir de retour. Et alors que je faisais un dernier tour de sa circonférence respectable, il m'a souhaité la bienvenue, heureux de pouvoir papoter un peu. Éric. Jeudi, 21h30. Je suis assez doué pour. Jeudi 12 novembre 2020. Je suis assez doué pour. C'est un début de phrase qui suppose un infinitif. Le souci, c'est que mon cortex frontal fourmille de verbes qui affleurent à sa surface, tel un torrent dont les flots oscillants malmènent des gravats, en les charriant dans un tintamarre fracassant empli du tonnerre de la pluie, dont la violence des clapotis laisse entendre qu'un grand calme gagnerait à survenir. Je suis donc assez doué pour commencer à mettre en mots ce que j'éprouve d'une manière imagée. C'est déjà un début. Ce qui m'apaise quelque peu. Ce qui sous-tend que je suis également assez doué pour me mettre la rate au courbouillon, car si j'image ma pensée avec un torrent qui évoque le tumulte, cela signifie qu'avant de débuter cette page, ou bien au moment où j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais écrire, j'aurais préféré métaphorer mon humeur en évoquant un ruisseau aux eaux limpides dont les doux clapotis irisent le soleil par le truchement d'un bel arc-en-ciel. Je suis donc à présent assez doué pour évoquer la situation contraire à celle par laquelle j'ai débuté cette page, ce qui fait de moi mon propre contradicteur, ce qui induit un apaisement. Pour autant suis-je assez doué pour sortir de moi-même. Je n'ai fait que mettre en perspective ce que j'éprouvais et ce que j'aurais pu écrire à la place. J'aimerais être assez doué pour imaginer l'avenir, m'inscrire dans une perspective collective,
communautaire avec pour corollaire une liberté de mouvement. J'admets être assez passablement saoulé de voir qu'un virus de quelques nanomètres est en tête de gondole des flux d'informations. Je suis également assez doué pour être passablement gonflé d'avoir apporté un masque, comme de remplir un papelard numérique afin de justifier chacune de mes sorties. Je suis assez doué pour être exaspéré lorsque j'ai l'impression d'être placé dans un schéma d'analyse transactionnelle où je me sens acculé à osciller entre l'enfant soumis et l'enfant rebelle au détriment de l'adulte que je suis. Je suis assez doué également pour imaginer que nous sommes tous responsables de nos actes, et que, croyant ou non, nous devrions nous en tenir à cela et respecter ainsi aussi bien nos foi que nos idéaux d'appartenance sans les instrumentaliser. Je suis assez doué, probablement, pour penser que je ne suis pas seul à espérer cela. Et vous? À quoi êtes-vous assez doué? Nicolas. Ça tourne en rond. Jeudi 19 novembre 2020. Glander. Ne rien foutre. Vous gagnez le Tour de France? Qu'est-ce qu'on en sait? Sans glander, sans rien foutre, on en serait où? Le Tour de France. Gagner Wimbledon? Est-ce qu'une flemme imputable à l'humanité tout entière explique les motifs qui conduisent à l'angoisse? Glander. Surtout, rassure énormément. Glander quand on peut glander. Quand glander est le bon programme, la bonne chose à faire, quand glander s'apparente à un luxe, au vrai luxe, au sens de la vie, quand on a le temps de ne rien foutre, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est pas tant le pas de vaisselle à essuyer ou le pas de machine de linge à accrocher, j'aime quand j'y arrive. Essorer mon emploi du temps et le faire sécher tranquille à l'étendoir de la salle à glander. J'aime bien faire la vaisselle. Quand je lave des couverts, des assiettes, me viennent des idées, des histoires, ni bonnes ni mauvaises, des idées, des sensations de cerveau, des oiseaux de passage sans lien avec l'eau chaude sur mes mains, le savon piquant, le gras luisant, le siphon et la nourriture qui s'y engouffrent. Ça fait dégueulis les miettes de pain et les petits pois qui ne passent pas la grille de la bonde. Mais bon. Glander, c'est comme pendre d'une branche, en fruit qui se laisse mûrir. Et ça pourrait nous filer la pétoche. Mais non, glander, c'est se laisser justement grandir, grossir, s'étaler de peau et de chair, glander sous le soleil, pas d'un soleil de météo, d'un soleil intérieur. Glander au soleil intérieur du rien foutre doucement, sans programme, sans but, sans astuce, sans confort de trop, sans rien qui manque non plus. Quand tu peux glander comme ça, qu'est-ce que tu aimes ça, non? Parfois tu glandes comme ça en regardant le Tour de France, mais c'est mieux en regardant Wimbledon. De toute façon, je n'ai pas de si grandes idées qu'il me faille sortir pour de bon du terreau de la glande. Ce que je supporte peu, c'est qu'on juge le terreau, qu'on dise qu'il a tout de la fange, du marasme, du marécage. Non, non. C'est bien de glander. Quand tu découpes le mot lentement, glander, t'entends tout un paysage qui vibre là, qui s'étire, d'ouest en est, de la lettre G à la lettre R, glan, un point et un élément. Il borne le no man's land. Ouais, bon, facile, potache, ridicule, insupportable, marasme, dites-vous. Et quoi? Sortir de là pour gagner Wimbledon? Gagner le Tour de France? Voudriez que je m'entraîne à quoi au juste? Faire fructifier? Je pends! Je vous dis que je pends! Et plus ça va, plus j'obtiens du succès dans cette branche. Qui ne ferait pas mieux de glander? Si la glande, la bonne glande, trouvait ses titres de noblesse, si on les partageait, est-ce qu'il n'y aurait pas moins de dépressifs, moins d'angoissés, moins d'hypocondriaques, moins de frustrés, moins de tarés? Est-ce qu'un philosophe s'est penché une fois sur la glande? Le glandeur n'en peut plus de celui qui ne glande pas.
Le non-glandeur n'en peut plus de celui qui glande. Entre les deux, un espoir infime, une attente longue qui se transforme, qui transforme la glande en prudence, en patience, en sagesse, en réflexion, en projet. Mais c'est pas de la glande, ça. La pure glande ne consiste pas, elle ne consiste en rien. Si vous commencez à critiquer dans votre glande ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire, déjà vous ne glandez plus. Glander, c'est très difficile à atteindre comme état d'esprit. C'est pas juste devenir débile en regardant des films et des séries, du cul ou du football, en mangeant n'importe quoi. Glander, c'est manger comme il faut, sans certitude ni conviction, mais avec assurance de la glande qui vient et qui s'installe pour durer sans crainte du lendemain. Le ne rien foutre en toute santé et sans vergogne, totalement dépassé par la moindre entame d'un projet quelconque. La glande elle-même n'est pas, ne peut pas, ne doit pas être un projet. Là, je ne glande pas du tout. Les ennemis de la glande vous diront le contraire. Ils y mettront du jugement esthétique, politique, littéraire. M'en fiche. M'en fiche à peine d'ailleurs que ça dévie ma glande d'elle-même. Donc, je ne m'en soucie pas. Il faut faire preuve de glandeur d'âme. Avoir envie de glander en soi, déjà est suspect. Parce qu'on glande ou on ne glande pas. On n'a pas envie de glander. Encore que... Et si on assouvit une envie de glander, on fait de la glande un plaisir, une joie, le résultat d'une ambition. Attention à l'ambition. Glander dans la vie, c'est important, mais ça ne peut pas être une ambition. Et le problème de la glande, c'est pas la glande en soi, c'est que la plupart des glandeurs ont fait de la glande une ambition, un projet. C'est ça le grand problème. Arnaud. Mauvaise langue. Un soir que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté toutes les saloperies qu'avait fait le curé. Il était mal né, le pauvre. Disons que tout avait mal commencé pour lui. Sa mère était une douce femme, institutrice aux mèches rouquines, et quelques taches de rousseur rassemblées en 2 constellations sur ses joues pâles. Son père lui avait imposé un mariage avec un paysan rustre qui sentait la gnôle, l'oignon de friture, et qui l'abattait lorsqu'il était trop fatigué. Il veillait sur ses terres en chien de garde, aux abois, et sans reverser à ceux qui travaillaient durement pour lui les gains dus. Seulement quelques os à ronger. Margot avait voulu partir, mais son fils était né tout bleu, avec le cordon ombilical coincé autour de sa tête, et elle n'avait jamais vraiment réussi à le couper par la suite, jusqu'à son passage à l'acte. Elle le trimbalait dans un panier rempli de pommes pour amortir les coups, et le cachait sous la table dans la classe. Entre 2 divisions, toc, elle lui chantait une comptine, ou lui fourrait un bib de lait cru encore tout chaud. Jean ne grandissait pas, ou plutôt semblait souffrir d'une croissance ralentie, coincé dans son petit costume d'enfant informe, pourtant repassé tous les jours par sa mère. Il parlait peu, par onomatopée, sauf les jours de soleil, où les voyelles A, E, I, O, U sortaient comme les plantes tant attendues au beau jour pour se refermer aussitôt. À l'âge de 15 ans, Jean fut baptisé sur une décision unilatérale de son père qui, ayant sombré dans un alcoolisme nihiliste, avait décidé de défier Dieu. Dieu l'avait perdu, lui, mais serait-il capable de sauver son avorton ? Une fois sorti des eaux froides de l'étang en contrebas de la ferme, une mare profonde aux reflets noirs bleutés de plumes de corneille, Jean se mit à parler. Il se mit à ânonner, de façon accélérée et clairvoyante, des phrases en langue multiple, mortes, vivantes, et même patois vaudois de ses aïeux. À partir de ce jour, le 7 décembre 1892 exactement, il n'y eut pas un jour où la logorrhée de Jean cessa. Il ne pouvait ni étudier, ni aider son père aux travaux agricoles. Ce n'était plus un don, c'était une tare qui l'avait fait basculer dans une haine sans limite du monde, en particulier animal. Il traquait les grenouilles, coléoptères, rongeurs, et exécutait des rituels sataniques dans une approximation d'exécution qui redoublait encore sa rage. Il pouvait jurer dans toutes les langues, mais aussi célébrer la messe sans support ni effort, si bien qu'il devint curé, et que le villageois par pitié jouait la mascarade et se rendait docilement au culte. Le drame survint un peu avant 10 heures, un dimanche 7 décembre. Comme par hasard.
Les fidèles venaient de quitter la messe, s'agglutinaient sur le perron lorsque Jean surgit dans la lumière spectrale, convulsé de spasmes et de borborisme, une machette à la main. « Pour vous punir, répétait-il, je vais vous punir. Dolora infentum est, bredouilla-t-il dans un latin disparu. Alors que veuve et enfant avaient déguerpi, il s'attaqua à l'homme qui restait figé devant lui. C'était son père, non pas Dieu, mais son vieux bougre de pater, et il lui trancha la langue d'un coup sec et sans retour. « Enfin libre !» s'écria-t-il. Flore. Si vous commencez à critiquer dans votre glande ce que vous êtes en train de regarder, si vous critiquez ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous êtes en train de faire ou de pas faire. Je suis assez doué Déjà, pour... vous ne glandez plus. Jeudi 12 novembre 2020. Chacun son talent. Moi, je suis assez doué pour me défiler. Pas que je sois lâche, ni malfaisant. C'est juste que je ne suis pas fait pour affronter les situations, les autres, moi-même sans doute. Alors quand quelque chose survient, une nouvelle pas facile à annoncer, une décision difficile à prendre, un choix à faire, je ne fuis pas. Non, ça non. D'ailleurs, ça se voit trop, les gens qui fuient. Non. Je deviens insaisissable et incertain. Je deviens comme flou. Vous vous souvenez de ce personnage d'un film de Woody Allen qui devient flou ? Ça pourrait être moi. Mais non, l'image n'est pas la bonne. Je ne suis pas aussi opaque. C'est plutôt l'inverse. Ma présence s'amincit jusqu'à la transparence. Je n'accroche plus la lumière qui me traverse, ni le vent qui glisse sur moi sans rien dire. Je ne suis pour ainsi dire pas là. C'est fou le nombre de situations dans la vie où il faudrait faire quelque chose, où on pourrait attendre quelque chose de vous. Pour un peu, il faudrait passer son temps à soutenir ses collègues ou ses proches, à trancher des conflits, apaiser des querelles, réconforter les uns, féliciter les autres. Mais ça ne se commande pas, et je n'ai pas ça dans le sang. J'ai déjà assez à faire avec ma propre vie sans m'occuper de celle des autres. Alors dans ces cas-là, je me débine tout simplement. Et ça ne se voit même pas. Parfois je ne m'en rends plus compte moi-même. Le premier truc à faire, c'est de ne pas réagir, attendre sans bouger et regarder ce qui se passe. En général d'ailleurs, il ne se passe rien. On est quand même quelques-uns à ne pas se précipiter. C'est là qu'il faut tenir bon, ne pas se sentir en charge du navire. Et si on est interpellé, surtout ne pas éviter la discussion. Le grand truc qui vous sauve, c'est la complexité. Écoutez beaucoup, l'air entendu. Parlez peu, l'air perplexe. Trouvez que c'est bouleversant quand même à quel point certaines situations sont violentes. Même si. Ou l'inverse. Trouvez surtout que c'est compliqué. Voilà, on y est compliqué. Compliqué d'être juste, tant l'équité est rare en ce bas monde. Compliqué de trouver le ton juste, tant on pourrait pécher par maladresse. Ou à défaut, si besoin, trouver compliqué d'être élégant. Ah oui, le souci de trouver une voix élégante, ça peut faire gagner des heures et des mois. C'est toujours sans issue, on est tranquille. Et ça vous pose un homme. D'abord, ça n'est pas de l'indifférence, ça traduit une essence supérieure, au minimum une hauteur de vue. Ensuite, ce n'est pas qu'on ne veut pas prendre les choses à bras le corps, comme le font tous les dévoués, les courageux et les sauveurs. C'est qu'on voit au-delà de leur efficacité brouillonne, qu'on a une autre ambition,
un horizon plus noble. Entre-temps, c'est bien le diable si une solution n'a pas vu le jour, à moins que le navire n'ait coulé. Et là, on peut retourner au bord de la piscine, parce qu'on ne peut pas tout le temps se lamenter. On peut bien profiter un peu. C'est la vie. Et il faut savoir saluer les bons moments aussi. Claire. Et bien voilà, le temps de lecture de cette deuxième partie des ateliers du mois de novembre 2020 est maintenant terminé. Un grand merci à vous tous qui avez écrit les textes de cet épisode de jeudi 21h30. Et toute notre gratitude à Alexis, Annick, Capucine, Justin, Lucie, Michael, Victoire et Jean-Jacques, qui les ont lus et enregistrés. Vous partagerez ce podcast de Compagnons de la nuit s'il vous a plu. Grâce à vous, nous serons encore ensemble, malgré tout, un peu partout. Vous pouvez par ailleurs recevoir la proposition de l'atelier chaque jeudi à 21h30. Il suffit de nous le demander. Encore une fois, merci à vous et à l'école de théâtre Auvray-Noroy. À très bientôt.